America is essentially a dream. It is a dream of a land where men of all races, of all nationalities, and of all creeds can live together as brothers. The substance of the dream is expressed in these profound words. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Durant des siècles, ce principe ne s'est pas appliqué aux Noirs. Pendant 300 ans, ils furent achetés en grand nombre en Afrique et transportés en Amérique pour y être vendus comme esclaves. Après la guerre de sécession, les Noirs furent officiellement libérés de l'esclavage. Mais dans les faits, la plupart restaient victimes de la discrimination. Ils n'étaient pas libres de vivre où bon leur semblait, d'occuper les emplois qu'ils souhaitaient, ni de recevoir une éducation de qualité. Dans les faits, de nombreux Noirs n'avaient pas le droit de vote et donc d'abolir les lois qui les maintenaient dans l'oppression. Il leur était souvent interdit de manger, de voyager, de faire leurs courses où ils l'entendaient. L'Amérique était de facto ségrégationniste. Les descendants des anciens esclaves étaient tenus à l'écart de la société. Martin Luther King Jr. est né en 1928 à Atlanta, en Géorgie. Son père et son grand-père étaient tous deux des pasteurs. Ils se servaient du langage et de la musique pour éduquer les membres de leur congrégation et leur permettre de s'élever spirituellement. À l'instar de son père, Martin Luther King devint un excellent orateur. À 14 ans, son parcours scolaire était brillant, ce qui lui permit de sauter des classes et de rentrer à 15 ans au Morehouse College, une institution réservée uniquement aux Noirs. Avant même d'obtenir son diplôme, il avait déjà choisi sa voie. À 18 ans, il devint pasteur. Il obtint un diplôme universitaire en théologie, tout d'abord en Pennsylvanie, au Crozer Theological Seminary, puis à l'Université de Boston. C'est à Boston qu'il fit la connaissance de Coretta Scott, une étudiante en musicologie, originaire du Sud comme lui. Ils se marièrent en 1953. Coretta était venue dans le Nord pour faire des études et obtenir un travail, une opportunité qui lui aurait été refusée dans le Sud des États-Unis à cause de sa couleur. Quand Martin Luther King reçut une offre d'emploi à Montgomery, en Alabama, il l'accepta, pensant que c'était dans le Sud qu'il pourrait rendre de grands services à ses frères de couleur. Yolanda, l'aîné des 4 enfants du jeune pasteur, naquit en novembre 1955 dans cette ville. Et à l'âge de 26 ans, King obtint son doctorat. Au cours de ses études, Martin Luther King put étudier la stratégie politique du Mahatma Gandhi, qui essayait d'arracher l'indépendance de l'Inde aux colonisateurs britanniques. Gandhi était conscient qu'une insurrection entraînerait une intervention armée des Britanniques. Il opta pour la non-violence et la résistance passive, en incitant les Indiens à la désobéissance civique et au boycott des marchandises anglaises. Des manifestations de masse non violentes firent céder les autorités britanniques qui, en 1947, accordèrent son indépendance à l'Union indienne. Martin Luther King pensait que la même stratégie pourrait s'appliquer pour faire aboutir les revendications des Noirs américains. En 1955, le pasteur Martin Luther King occupe son premier ministère dans un temple de Dexter Avenue, juste en face du siège de la législature de l'Alabama. Les Noirs, qui paient le même prix que les Blancs pour prendre un bus, sont obligés de s'installer à l'arrière du véhicule. Souvent, la place qui leur est réservée est très réduite et ils sont obligés de voyager debout, agrippés à des courroies crasseuses. Lorsqu'une femme noire du nom de Rosa Parks tenta de monter dans la section réservée aux Blancs, elle fut arrêtée. We, the Negro citizens of Montgomery, have been engaged in a non-violent protest
against injustices and indignities experienced on city buses. Le lundi 5 décembre 1955, aucun passager noir ne prit le bus à Montgomery. Durant la nuit, un comité avait été formé afin d'organiser la journée de boycott. Martin Luther King était son président. À 26 ans, Martin Luther King était pour la première fois à la tête d'un mouvement de protestation. Il incita les Noirs à refuser de coopérer avec ce qu'il appelait un système pervers. Of man's inhumanity to man, to the bright and glittering daybreak of freedom and justice. Face à la ségrégation et aux forces de répression, King évoque la doctrine chrétienne de l'amour. Il exhorte la population noire à faire preuve de compassion à l'égard des habitants blancs de Montgomery, tout en luttant contre le système discriminatoire. Les lois de ségrégation raciale de l'État de l'Alabama demeurent en vigueur. Pour le révérend Martin Luther King, la clé de la victoire réside dans la non-violence. La population blanche de Montgomery ne voit pas les choses ainsi. Tous les conducteurs de bus de l'État de l'Alabama sont priés de se conformer strictement aux règles de ségrégation raciale sous peine de graves sanctions. De plus en plus de Noirs se déplacent en voiture afin que le boycott soit un succès. We, the Negro citizens of Montgomery, Alabama, do now and will continue to carry on our mass protest. It is trite but urgently true that if America is to remain a first-class nation, she can no longer have second-class citizens. Martin Luther King recevait des menaces de mort tous les jours. He loves a person and hates the evil deed. And I think this is what Jesus meant when he said, love your enemies. And I'm happy that he didn't say like your enemies, because it pretty some people. It's difficult to like people bombing your home and threatening your children and kicking you about. But Jesus says love them, and love is greater than like. Love is understanding, creative, redemptive goodwill for all men. Qu'avez-vous dit lorsqu'il s'est approché de vous? Well, he said, I want to see you. I told him earlier at the courthouse that he could speak at our meeting tonight if he wanted to, and I invited him and told him that he could have 15 minutes. So I asked him if he was planning to come, and he said, I want to see you about that. Can I step over? And I said, yes. He came over and started hitting me. Where did he hit you? Right forward. And then after they pulled him away, he started kicking me. Êtes-vous blessé? Avez-vous des vertiges? I don't think so. I just feel a slight headache. I'm sure that'll pass away. Allez-vous poursuivre cet homme? I don't plan to. And I always have to stop and try to define the meaning of love in this area. And interestingly enough, Greek philosophy comes to our aid at this point. Agape is more than friendship. Agape is not something affectionate. Agape is understanding, creative, redemptive goodwill for all men. It is an overflowing love which seeks nothing in return. Theologians would say that it is the love of God operating in the human heart. And when one rises to love on this level, he loves men not because he likes them, but he loves every man because God loves him. He goes on with that. Vous avez vécu des moments pénibles. Avez-vous peur? No, I'm not. My attitude is that this is a great cause, it is a great issue that we are confronted with, and that the consequences from my personal life are not particularly important. It is a triumph of a cause that I'm concerned about. Début 1956, le révérend Martin Luther King est arrêté pour la première fois. Quelques mois après le boycott de 1956, une bombe fut posée dans la maison de Martin Luther King. De nombreux Noirs voulaient riposter violemment.
J'ai donné des ordres aujourd'hui au chef de la police et aux services de police afin que soient respectées les lois de ségrégation raciale. Tous ceux qui les violeront seront arrêtés sur le champ. Et tant que je resterai à la tête de la police de Montgomery, ces règles seront appliquées. King exhorte les citoyens noirs de Montgomery à suivre les paroles de Jésus, qui vivra par l'épée, périra par l'épée. Nous devons répondre à la violence par la non-violence. Nous devons répondre à la haine par l'amour. So he rises to the level of hating the system rather than the individual who is caught up in that system. He loves the person and hates the evil deed. We feel that this protest which we are involved in is constitutional. And to deny us that right would be to deny our constitutional right as citizens of the United States of America. Comme les leaders noirs le souhaitaient, l'Amérique focalisa son attention sur le boycott des bus de Montgomery. Finalement, le 13 novembre 1957, un an après l'arrestation de Rosa Parks, un arrêt de la Cour suprême américaine rendit la ségrégation dans les bus illégale. Martin Luther King venait de prouver son habileté politique. C'était son premier triomphe dans sa lutte pour l'égalité des droits. This is the way that we will get out of this dark night of oppression and make of this nation a better nation. It means that we can stand up, allow the opposition to know that we will not accept injustice. We will stand up against it with our lives, but we will never stoop down to the level of violence and hatred. And we will come to that point and we will be able to convince him that a new world is emerging. L'année suivante, en 1957, Martin Luther King et d'autres militants chrétiens forment une association ayant pour objet la promotion des droits civiques. Il s'agit d'initier les Noirs américains aux principes et aux méthodes de résistance par la non-violence. L'association entend également élargir le mouvement des revendications à l'ensemble de la nation américaine. Lors d'un rassemblement à Washington la même année, Martin Luther King réclame les droits civiques pour tous les Noirs américains. Son deuxième enfant naît en 1957. À la fin des années 1950, Martin Luther King est en première ligne du mouvement revendicatif. We feel that we are right. We have a legitimate gripe, a legitimate protest. Comme de nombreux leaders noirs, il est arrêté à maintes reprises pour avoir désobéi aux lois ségrégationnistes. Il écrira plus tard « Je suis fier de mes actes, j'ai ainsi rejoint mon peuple dans son combat non violent contre l'injustice. Mon crime a consisté à insuffler à mes semblables le sens de la dignité et le respect de soi-même. Mon crime a été de désirer que mon peuple puisse bénéficier des droits inaliénables à tout être humain, celui de vivre libre et de rechercher le bonheur. Mon plus grand crime a été de vouloir les convaincre que le refus de coopérer avec les forces du mal est moralement aussi important que d'agir pour la quête du bien. And we feel also that one of the great glories of American democracy is that we have the right to protest far right. This is a non-violent protest. We are depending on moral and spiritual forces, using the method of passive resistance. Even if we have to receive violence, we will not return violence. Plus tard, en 1958, un illuminé le poignarda alors qu'il signait des autographes sur son premier livre, La marche vers la liberté. The pathetic aspect of this experience is not the injury to one individual. It demonstrates that a cloud of hatred and bitterness so permeates areas of our nation that inevitably deeds of extreme violence must erupt. Après une longue convalescence, Martin et Coretta Scott King séjournent un mois en Inde au début de l'année 1959. Lors de cette visite, il se déclara plus convaincu de l'efficacité de la non-violence. Pour lui, c'était l'arme la plus puissante entre les mains des peuples oppressés. God is not interested merely in the freedom of black men and brown men and yellow men. God is interested in the freedom of the whole human race and the creation of a society. 1960 fut une année cruciale pour le mouvement. The clock of destiny is ticking out. All right, let's stop it right here.
The hour is late. We must act now before it is too late. Dans toute l'Amérique, l'oppression raciale se faisait sentir dans la vie quotidienne. En début d'année, une poignée d'élèves du collège Greensboro, en Caroline du Nord, dérogèrent aux règles leur interdisant l'accès de la cantine. On leur ordonna de quitter les lieux. This problem must be solved in the United States because segregation and discrimination are morally wrong. Les étudiants s'assirent à l'heure du déjeuner dans toutes les cantines universitaires de la ville. Une nouvelle ère s'ouvrait dans la lutte pour l'égalité des droits civiques, ainsi qu'une autre tactique, le sit-in. King apprécia ce nouvel engagement de la population noire. Très rapidement, il rejoint la lutte. Son engagement permit au mouvement de se développer dans le sud des États-Unis et dans l'ensemble du pays. Un comité étudiant de défense des droits civiques prônant la non-violence vit le jour durant cette période. Dès lors, les étudiants seront à l'avant-poste du combat. Plus tard, ces mêmes jeunes ébranleront les bases même du mouvement attaché à la non-violence. Je souhaite que tout Américain, quel que soit l'endroit où il vit, s'interroge en son âme et conscience. Cette nation est l'œuvre de citoyens d'origines diverses et de milieux socioculturels différents. Elle se fonde sur le principe selon lequel tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Nous sommes engagés aujourd'hui dans une lutte universelle afin de promouvoir et de protéger les droits de tous ceux qui désirent vivre libres. Allons-nous dire au monde entier et allons-nous accepter que cette nation soit une terre de liberté pour tous, excepté les nègres? Allons-nous nous convaincre qu'il n'existe pas de citoyens de deuxième classe, excepté les nègres? Allons-nous affirmer que notre société n'est pas divisée en classes ou en castes, qu'il n'y a pas de ghetto et de race dominante, à l'exception de la ségrégation que l'on inflige aux nègres? L'heure est venue pour notre nation de respecter ses engagements. Des élections eurent lieu en 1960. John Fitzgerald Kennedy représentait une chance d'émancipation aux yeux de nombreux Noirs. Les leaders noirs américains soutenaient activement sa candidature et son programme qui prônait l'égalité des droits et la justice pour tous. And I would say that there are some things that we must continue to do in order to make the American dream a reality and save our nation in this hour. L'Amérique hésitait entre Kennedy et Richard Nixon. Seuls les Noirs votèrent en masse pour Kennedy, qui remporta les élections de justesse. Cependant, l'instauration d'une législation d'égalité raciale se fit attendre. Le président Kennedy et son frère, le procureur général Robert Kennedy, ne pensaient pas que les projets de loi sur les droits civiques puissent aboutir, le Congrès étant entre les mains des conservateurs. Tous deux estimaient que la majorité des Américains ne les soutiendrait pas. Les événements qui survinrent au cours des 3 années suivantes les firent changer d'avis, ainsi que des millions de Blancs américains. En 1961, le mouvement de défense des droits civiques prit de l'ampleur. De plus en plus de Blancs se joignirent aux manifestations. Pour lutter contre la ségrégation raciale, des militants noirs et blancs, les Freedom Riders, traversèrent le sud des États-Unis en bus en défiant les lois discriminatoires. Des Blancs répondaient souvent violemment à leurs actions. En mai 1961, un groupe raciste assiégea King et ses partisans dans l'église de Montgomery. Sur ordre du procureur général Robert Kennedy, la police les libéra. You've heard these people say now you've got to change the hearts of men. That's the only way you can solve it, and I guess that's true. Now, it may be true that morality cannot be legislated, but behavior can be regulated. I guess it is true that the law can't make a man love me. Religion and education must do that. But the law can keep him from lynching me, and I think that's pretty important too. Le gouvernement fédéral commença à prendre des mesures. En 1961, il mit officiellement un terme à la ségrégation raciale dans les transports entre États. De nombreuses vies humaines furent sacrifiées pour que progressent les droits civiques. Des émeutes éclatèrent et 2 personnes trouvèrent la mort quand en 1962, un tribunal ordonna l'admission du premier étudiant de couleur, James Meredith, à l'université du Mississippi.
Major Evers était le doyen du chapitre réformé du Mississippi, la plus ancienne association de défense des droits civiques aux États-Unis. En juin 1963, il fut abattu devant sa maison. Son assassin ne fut jugé qu'en 1993. Mais la pression augmentait toujours et elle atteint son comble en 1963. Au début de l'année, le révérend Martin Luther King et d'autres leaders avaient décidé de concentrer leur lutte dans la ville la plus ségrégationniste des États-Unis, Birmingham, en Alabama. He could call out the state militia. He could call out the National Guard and kill hundreds and hundreds of innocent people and argue that they are inciting a riot. They know how to handle violence, but they've proved over and over again that they don't know how to handle non-violence. Les dirigeants noirs avaient organisé une manifestation de grande ampleur. Le 12 avril 1963, Martin Luther King, accompagné de M. Abernathy et de milliers de manifestants, défilèrent dans le centre de Birmingham. Les manifestants violaient délibérément les consignes du chef de la police, Bull Connor, interdisant tout rassemblement. Il y eut des arrestations en masse. King et Abernathy avaient prévu qu'ils seraient eux aussi arrêtés et emprisonnés. King fut détenu à l'écart des autres militants pendant 24 heures, jusqu'à ce que le président Kennedy intercède en sa faveur auprès des autorités municipales. 2 jours plus tard, le frère de Martin Luther King, le révérend A.D. King, était arrêté à son tour parce qu'il avait mené une autre manifestation d'envergure. Le chef de la police était catégoriquement opposé au mouvement de libération et ses troupes se comportèrent de façon particulièrement brutale à l'encontre des manifestants. Les États-Unis n'avaient jamais assisté à un tel déferlement de violence contre des gens sans armes. La police réclama le renfort des pompiers. La puissance des lances d'incendie renversait les protestataires. Une telle répression n'était pas nouvelle. Mais grâce à la télévision, toute l'Amérique en était désormais témoin. Elle réalisa que les manifestants étaient non violents alors que la police force. La philosophie de la non-violence n'avait jamais eu auparavant un tel succès. Des millions d'Américains commençaient enfin à prendre conscience que les Noirs étaient victimes d'une législation inique. John Kennedy vit lui aussi ces images. Le président, issu d'une famille aisée de Nouvelle-Angleterre, était confronté à la dure réalité de la vie des Noirs américains. Au cours des 11 jours que King passa en prison, il écrivit et fit sortir clandestinement sa fameuse « Lettre d'une prison de Birmingham » où il réaffirmait son attachement à la désobéissance civique non violente. Depuis des années, on nous dit d'attendre. Ces mots sont désormais trop familiers pour tous les Noirs. Attendre est presque toujours synonyme de « jamais ». Nous sommes au regret de constater que la justice remise au lendemain est une justice déniée. Il est peut-être facile, pour tous ceux qui n'ont jamais subi la ségrégation raciale, de nous demander d'attendre. Mais lorsque vous avez vu la haine d'une foule malveillante, lynchant à volonté vos pères et vos mères, lorsque vous savez que la majorité des 20 millions de Noirs, vos frères, sont brimés et maintenus dans la pauvreté la plus totale au sein d'une société qui vit dans l'opulence, lorsque vous luttez depuis toujours pour obtenir une reconnaissance, alors vous pouvez comprendre pourquoi il est devenu difficile pour nous d'attendre. Le 2 mai 1963, un groupe important d'enfants noirs se joint à la manifestation de Birmingham. Après avoir écouté le discours de Martin Luther King, ils se dirigent vers le centre-ville. Encore une fois, la police intervient. Les bus qui servaient à conduire ces enfants dans leurs écoles sont utilisés pour les amener en prison. Avant la fin de la journée, on dénombrait presque 1000 enfants emprisonnés. Le lendemain, 1000 autres enfants prennent part à la marche. Encore une fois, les autorités ont recours à la violence. Ils utilisent des lances à eau qui renversent les manifestants. Ils les matraquent et n'hésitèrent pas à employer des chiens policiers et des gaz lacrymogènes.
Le 10 mai 1963, en raison des pressions du gouvernement fédéral et de l'indignation de l'opinion publique mondiale, la municipalité de Birmingham cède aux revendications des manifestants. La ségrégation est abolie dans les bus de la ville. Mais la victoire fut vite entachée par l'explosion de 2 bombes la nuit même, l'une dans le motel où était descendu Martin Luther King et l'autre dans la maison de son frère. Le président Kennedy avait été témoin des abus des autorités d'Alabama. Les images de violence et d'injustice raciale avaient fait le tour du monde. Il prit la décision d'y mettre un terme. Les événements de Birmingham et d'ailleurs ont tellement accru la demande d'égalité qu'aucune ville, aucun État ou aucune législature ne peuvent désormais refuser de prendre en compte cette demande. Kennedy accepta de soumettre au Congrès un important ensemble législatif garantissant les droits civiques. En conséquence, nous faisons face à une crise morale en tant que nation et en tant que peuple. Il est temps d'agir au Congrès des États-Unis et dans le cadre de vos législatures d'État ou locales, et par-dessus tout, dans tous les actes de votre vie quotidienne. Il ne suffit pas de blâmer les autres, de prétendre que c'est là un problème spécifique à telle ou telle région du pays. Il convient d'entreprendre un grand changement chez soi, et notre tâche, notre devoir, est de faire en sorte que cette révolution, ce changement, soit pacifique et constructif pour tous. Ceux qui ne font rien encouragent la honte tout autant que la violence. Ceux qui agissent audacieusement discernent le bon droit tout autant que la réalité. La semaine prochaine, je demanderai au Congrès des États-Unis d'agir, de prendre un engagement qu'il n'a pas entièrement pris au cours de ce siècle, de réaffirmer que le concept de race n'a pas sa place dans la vie américaine ni dans leurs lois. En juin, Martin Luther King et les leaders du mouvement des droits civiques sont aux côtés du président pour annoncer une marche de soutien à ce projet législatif. Kennedy estime qu'une telle initiative pourrait gravement nuire à cette cause, mais King et ses amis savent qu'elle attirera des centaines de milliers de participants. La grande marche sur Washington eut lieu en août 1963 et, comme il l'avait prévu, un très grand nombre de Noirs et de Blancs vinrent affirmer que le temps de la discrimination raciale aux États-Unis était révolu. Dans notre combat, nous ne sommes pas seuls. Mon Dieu, c'est parfois difficile, particulièrement pour ceux qui luttent dans le Sud profond et font face à toutes les violences, à toutes les souffrances. Mais quelque chose nous console en chemin, c'est d'être persuadé que notre cause est bonne. En revenant en Alabama, au Mississippi et en Géorgie, je ne suis ni désespéré ni amer, mais convaincu que nous avançons vers la lumière de la liberté. That we are moving into a bright day of freedom. Le Dr King, qui est à l'avant-garde du combat pour les droits civiques, rappelle aux manifestants qu'il ne faut voir dans cette manifestation ni une victoire, ni une défaite. À travers nos luttes, nos souffrances et nos sacrifices, nous serons en mesure de concrétiser le rêve américain. Le jour viendra où les enfants de Dieu, les blancs et les noirs, les juifs et les gentils, les protestants et les catholiques, pourront se tendre la main et reprendre les mots de ce vieux Negro Spiritual. Enfin libre, Dieu Tout-Puissant, nous sommes enfin libres. Cette journée est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire des États-Unis et le discours du pasteur Martin Luther King fut sans nul doute son point d'orgue. En l'entendant, beaucoup d'Américains se sentirent libres pour la première fois de leur vie. En vérité, ce fut la plus importante manifestation en faveur des droits civiques de toute l'histoire. À travers tout le pays, ou devant leur télévision dans le monde entier, des millions d'hommes et de femmes s'y associèrent. L'élan en faveur d'une législation sur les droits civiques ne pouvait plus être brisé. Quelques terroristes passèrent néanmoins à l'action. En septembre, à Birmingham, une bombe explosa dans une église fréquentée par les Noirs.
4 jeunes filles furent tuées. Comme toujours, Martin Luther King déplora la violence, mais insista pour que ses adeptes ne cèdent pas à la violence eux-mêmes. En 1968, n'avait-il pas écrit que la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, laisse tout le monde aveugle? Mais les défenseurs des droits civiques n'avaient pas emporté l'adhésion de toute la nation américaine, remplie d'espoir mais inquiète de voir la paix civile troublée par des vagues de haine de part et d'autre. En s'engageant à soutenir la législation en faveur des droits civiques, Kennedy vit sa courbe de popularité chuter brutalement. Dallas, Texas. Le président et son épouse prennent place dans le cabriolet décapotable qui doit les conduire au centre-ville. Un coup de feu tiré d'une fenêtre de la bibliothèque municipale. Le monde entier est en état de choc. Nombre d'Américains se sentent trahis. Leurs rêves semblent brisés. Kennedy avait été le premier président du XXe siècle à entendre les prières de l'Amérique noire, le premier à y répondre par un message d'espoir. Et presque 100 ans après Abraham Lincoln, il tombait lui aussi sous les balles d'un assassin. Pour tous ceux qui voyaient en lui un champion de la justice, l'avenir semblait fort compromis. Martin Luther King déclarait « En pleurant le président Kennedy, nous ne pleurons pas seulement sur l'homme qui était devenu la fierté de la nation, mais encore sur nous-mêmes, car nous savons désormais que nous sommes malades. » Un an plus tard, il écrivait « Même si dans l'assassinat de Kennedy, le qui est important, le quoi l'est encore davantage. Ce meurtre a eu lieu dans un climat où les hommes exprimaient leur désaccord par la violence et le meurtre. C'est le même climat qui est responsable du meurtre de 6 enfants innocents à Birmingham en Alabama. Ainsi donc, dans un certain sens, nous sommes tous impliqués dans cet acte horrible qui a terni l'image de notre nation. Nous avons créé une atmosphère où la violence et la haine sont devenus des passe-temps populaires. De façon prophétique, Martin Luther King déclara aussi qu'il partagerait un jour le sort de Kennedy. « Je ne verrai jamais mon 40e anniversaire », ajoutait-il. Les années les plus agitées dans la lutte pour les droits civiques allaient bientôt prendre fin. Sous la direction du président Lyndon Johnson, les États-Unis s'impliquaient davantage dans la guerre du Vietnam et se divisaient comme jamais. De nouvelles forces apparaissaient parmi les militants des droits civiques. Certains jugeaient totalement dépassée la stratégie de Martin Luther King, sa foi en la non-violence et en l'inévitable union de toutes les races au sein d'une grande fraternité humaine. Mais pour Martin Luther King et le mouvement dont il incarnait la conscience, les plus grands succès étaient encore à venir. Ses actes de protestation, son courage, même quand il s'agissait de risquer sa vie, ont réveillé la conscience de cette nation. Le président Johnson, qui venait du Texas, un État modérément raciste, était plus réservé que Kennedy vis-à-vis de Martin Luther King et de l'adoption d'un calendrier rapide pour l'adoption des droits civiques. Mais il était très efficace et sans doute plus fin politique. Votre président a subi des pressions ces derniers temps, et il en subira d'autres au fil des jours. Mais j'affirme devant vous ce soir que nous avons l'intention de livrer cette bataille où elle devait être livrée, devant les tribunaux, devant le Congrès et dans le cœur des hommes. L'une des plus grandes réussites du président Johnson fut de faire voter dès 1964 la loi fédérale sur les droits civiques. En ce qui concerne les droits du citoyen, c'était là le plus important ensemble législatif voté par le Congrès depuis 1870. Il garantissait le droit de vote pour tous les citoyens de sexe masculin sans considération de race, de couleur ou qu'ils soient descendants d'esclaves. Avec le même préambule et aux clauses et conditions identiques auxquelles s'ajoutaient l'origine ethnique et la religion, la loi prohibait toute discrimination dans les écoles publiques et lors de l'embauche. Pour son rôle dans l'adoption de cette législation, le grand magazine d'information américain Times nommait Martin Luther King homme de l'année 1964.
Un peu plus tard, cette même année, le prix Nobel de la paix récompensait ses efforts. C'était le plus jeune lauréat de tous les temps. Mais le combat n'était pas terminé. Incendie, attentats à la bombe, meurtres, les violences à l'encontre des militants des droits civiques continuaient dans le sud du pays. En août 1964, 3 d'entre eux étaient assassinés à leur arrivée dans le Mississippi. James Chamey avait 21 ans. Michael Swerner, 34 ans, et Andrew Goodman, 20 ans à peine. Quelques années plus tard, un shérif local et ses 6 complices furent reconnus coupables de ces crimes. Mais pour aboutir à ce résultat, Martin Luther King avait dû batailler ferme et faire admettre qu'un dépositaire de l'autorité publique, le shérif, avait participé à un véritable complot. 2 des victimes étaient des Blancs, et à cette occasion, l'opinion publique américaine libérale prit conscience que le combat pour les droits civiques n'était pas seulement une affaire de Noirs. Pour Martin Luther King, le prix Nobel n'était pas un bâton de maréchal. Il n'entendait pas se reposer sur ses lauriers et prendre une retraite pourtant bien méritée. En mai 1964, alors qu'il participait à une manifestation à Saint-Augustine en Floride, il était encore une fois arrêté. Et d'autres arrestations suivraient. Nous allons dans les prisons de Jackson, Mississippi, pour transformer ces bastions de la honte en paradis de la liberté et de la dignité humaine. Je sais quelle est parfois l'ampleur de notre légitime mécontentement. Je sais combien les modalités de ce combat nous laissent insatisfaits. Mais je tiens à réaffirmer devant vous ce soir que cette stratégie de non-violence nous aidera à triompher. Nous ne cherchons pas à passer d'un statut de désavantage à un statut de privilégié, ce qui reviendrait à dénaturer la justice. Nous ne remplacerons pas une tyrannie par une autre. Car la suprématie noire est aussi dangereuse que la suprématie blanche. Au sein du mouvement, tous n'étaient pas aussi prudents que Martin Luther King. Un extrémiste se faisant appeler Malcolm X manifestait son impatience face à la stratégie non violente du pasteur et petit à petit son audience augmentait. Malcolm X prônait le séparatisme noir. D'autres appartenant à une nouvelle génération se révélaient encore plus radicaux. Stokely Carmichael, Rap Brown, Bobby Seale et Huey Newton prêchaient ni plus ni moins que le recours aux armes. En 1964, pour la première fois, Martin Luther King fut confronté à la violence de la part de ses frères de couleur. Lors d'une visite à Harlem, le quartier noir de New York, il fut molesté par des militants d'une organisation rivale, les Black Muslims ou musulmans noirs. King se rendait compte qu'il serait de plus en plus difficile de réaliser un consensus au sein du mouvement pour les droits civiques, mais il s'en tenait néanmoins à sa stratégie de désobéissance civile, de résistance passive et de non-coopération avec ce qu'il appelait les forces du mal. Tandis que les factions extrémistes considéraient les Blancs comme des ennemis, il ne se lassait pas de plaider pour une fraternité humaine qui transcenderait tous les clivages de race, de religion et de statut social. Après le vote de la législation des droits civiques, Martin Luther King s'était fixé comme objectif de faire intégralement appliquer le droit de vote pour tous. En Alabama, un noir sur 100 était en mesure de s'inscrire sur les listes électorales. Il devait faire la preuve, devant un jury majoritairement raciste, qu'il savait lire, écrire, compter, et que leur grand-père, souvent né esclave, avait lui-même participé à un vote. Je veux être le président qui aura aidé à mettre un terme à la haine parmi ses contemporains. Celui qui aura partout favorisé l'amour entre les hommes de toute race, quel que soit leur parti politique. Pour attirer l'attention sur les curieuses pratiques électorales en Alabama, Martin Luther King décida de conduire une marche de Selma à Montgomery. Et comme d'habitude, les autorités locales aidèrent sa cause en interdisant cette marche. Au début du mois de février 1965, il fut encore une fois jeté en prison. Mais une semaine plus tard, il était à la Maison-Blanche pour presser le président Johnson de faire passer une législation fédérale fixant les modalités du droit de vote pour tous. Tandis que King était en prison, Malcolm X vint rendre visite à son épouse afin de lui témoigner publiquement son soutien.
Mais si cette revendication n'aboutissait pas, le mouvement risquait de déraper dans la violence et de s'exposer à une terrible répression. Toutefois, le 21 février 1965, Malcolm X était assassiné à New York. Les factions militantes avaient désormais leur premier martyr. La population blanche radicale de l'Alabama fut peut-être réconfortée par le meurtre de ce leader noir. Nombre d'entre eux craignaient qu'une majorité noire n'élise des représentants de cet acabit. Aussi réprimèrent-ils très violemment la tentative de marche de Selma à Montgomery. Un pasteur qui y participait fut assassiné. Les marcheurs furent repoussés, mais comme toujours, les arrestations et la violence avaient centré l'attention du public sur la ségrégation raciale qui persistait dans le Sud. Ce qui s'est produit à Selma fut une tragédie pour l'Amérique. Les coups qui ont été donnés, le sang qui a été répandu, la vie d'un homme de bien qui a été perdu, tout cela doit renforcer en chacun d'entre nous la détermination d'instaurer une justice pleine et entière pour tous les gens de notre peuple. Martin Luther King recevait bien évidemment de nombreuses menaces de mort. Mais il disait chaque fois « Je préfère mourir sur une grande route d'Alabama que de renoncer à ma bonne conscience ». Et tandis que les manifestants préparaient une nouvelle marche devant le bureau de George Wallace, le gouverneur d'Alabama, le président Johnson faisait pression sur le Congrès pour qu'il adopte une loi garantissant l'accès au vote pour l'ensemble de la minorité noire des États-Unis. Finalement, sous la protection des troupes fédérales, les marcheurs purent défiler en une longue procession de Selma à Montgomery. Là, Martin Luther King déclara aux dizaines de milliers de participants que la victoire était à portée de main. Cette démonstration pacifique aida beaucoup le président Johnson à faire adopter la nouvelle législation sur l'inscription électorale. Enfin, le 6 août 1965, il pouvait apposer sa signature au bas d'un document d'une importance capitale. Désormais, aucun État ne pouvait plus refuser l'inscription électorale à quiconque et pour quelque motif que ce soit, sauf en cas de condamnation à une peine de privation des droits civiques prononcée par des tribunaux réguliers. Ce droit, théoriquement garanti par la Constitution et l'ensemble législatif sur les droits civiques, devenait une réalité pratique. La bataille était gagnée et Martin Luther King décida d'étendre son champ d'action à d'autres questions capitales, la lutte contre la pauvreté et la paix dans le monde. Je viens d'avoir une heure de discussion très fructueuse avec le président Johnson sur les questions fondamentales qui se posent à notre nation dans le domaine des droits civiques. En préliminaire, j'ai félicité le président pour avoir fait passer la nouvelle loi sur le droit de vote, sachant qu'il avait sans cesse travaillé avec passion dans ce domaine. Et je lui ai fait clairement savoir que ce serait un grand pas en avant vers la suppression de tous les obstacles restants pour l'obtention du droit de vote pour tous. Pensez-vous que les temps sont mûrs pour calmer les manifestations, peut-être pour établir un moratoire sur le conflit racial? Je pense que dans certains domaines où la législation de 1964 et la nouvelle loi sur le droit de vote sont respectées, les manifestations s'apaiseront. Je veux dire que si elles sont énergiquement appliquées, on pourrait avoir une baisse des manifestations. D'un autre côté, les problèmes dans le nord des États-Unis se multiplient chaque jour et je pense que parmi ces communautés, les manifestations augmenteront afin d'attirer l'attention sur des problèmes tels que le logement, l'emploi et la scolarisation. Je pense que cela sera la seule façon pour la communauté noire et ses alliés dans la communauté blanche de mettre au jour ces questions afin que personne ne puisse plus les ignorer. Will be able to bring these issues out in the open so that the communities involved will not be able to ignore the problem. Début 1966, Martin Luther King déménagea dans un quartier défavorisé de Chicago avec l'intention bien arrêtée d'organiser les revendications parmi les pauvres. Cette initiative courageuse fit l'objet d'une vive controverse. Pour la première fois, les leaders noirs du sud des États-Unis se préoccupaient des problèmes du Nord. Plus tard, au cours de la même année, James Meredith entreprit une nouvelle marche de protestation dans le Sud.
4 ans plus tôt, on s'en souvient, il avait pu s'inscrire à l'université du Mississippi sans être molesté. Cette fois-là, il n'eut pas autant de chance. Il fut abattu à l'occasion de cette marche. Martin Luther King et ses amis décidèrent de retourner dans le Sud pour poursuivre la marche. Mais à cette occasion, ils furent confrontés à des militants des Panthères Noires qui voulaient répondre à la violence par la violence. Pour cette jeune génération de militants, la stratégie non violente ne correspondait plus à l'état d'esprit des Noirs américains. Comme il en avait l'habitude, Martin Luther King exprima sa sympathie et sa compréhension vis-à-vis de ses opposants. Dans le courant de cette année-là, le quartier de Watts à Los Angeles fut le théâtre de violentes émeutes. En 5 jours, 34 personnes furent tuées. Des centaines de maisons et de boutiques furent incendiées ou pillées. En juillet de l'année suivante, de nouvelles insurrections éclataient à Détroit et Newark. Plusieurs dizaines de manifestants furent tués et des milliers de Noirs se retrouvèrent à la rue. Avec près d'un demi-million d'hommes combattant au Vietnam, il semblait bien que l'Amérique soit incapable de retrouver la paix civile. Dans ce climat politico-social troublé, Martin Luther King réalisa qu'il ne pouvait plus garder le silence sur l'épineuse question de la guerre. Malgré les mises en garde de ses principaux conseillers, selon lesquels une prise de position publique hostile à la guerre risquait de lui aliéner certains de ses plus puissants alliés, King s'exprima puissamment contre l'engagement américain au Vietnam. « Je savais, écrivait-il, que je ne pourrais plus jamais faire entendre ma voix contre la violence exercée contre les ghettos sans avoir d'abord parlé clairement du plus grand pourvoyeur de violence dans le monde d'aujourd'hui, mon propre gouvernement. » Le monde réclame aujourd'hui à l'Amérique une maturité que nous ne sommes peut-être pas en mesure de réaliser. Il demande d'admettre que dès le début, nous avons eu tort d'intervenir au Vietnam et que notre intervention a été préjudiciable au peuple vietnamien. Nous sommes maintenant dans une situation où il convient de se préparer à un changement de cap radical. « Repens-toi », nous dit le Nouveau Testament. Et il est temps pour l'Amérique de se repentir, car le royaume de Dieu est en vue. En conseillant les jeunes sur le service militaire, nous devons clarifier à leurs yeux le rôle de notre nation au Vietnam et leur poser l'alternative de l'objection de conscience. En vérité, je vous le dis, j'ai l'espoir que chaque jeune homme de ce pays qui trouve cette guerre contestable, abominable et injuste s'inscrive comme objecteur de conscience. Qu'il me soit maintenant permis de vous dire la vérité sur ce sujet. Les Vietnamiens doivent voir dans les Américains de bien étranges libérateurs. Réalisez-vous que le peuple vietnamien a proclamé son indépendance en 1945, et donc, soit dit en passant, avant la révolution communiste en Chine. Et c'est Ho Chi Minh qui le conduisait. Peu de gens le savent, mais dans le préambule sur les libertés de leur déclaration d'indépendance, ils ont repris les termes de notre déclaration d'indépendance. Néanmoins, notre gouvernement a refusé de les reconnaître. Et qui soutenons-nous aujourd'hui au Vietnam? Un certain général Key.
lequel a combattu avec les Français contre les communistes et qui a déclaré qu'Hitler est le plus grand héros de sa vie. Voici celui que nous soutenons au Vietnam aujourd'hui. Martin Luther King a été critiqué de toutes parts pour sa position sur la guerre au Vietnam. Des éditorialistes influents ont écrit son faire-part de décès en tant que leader national. Le président Johnson, qui poursuivait cette guerre avec autant d'énergie qu'il en avait mis pour faire passer la loi sur les droits civiques, se sentit personnellement trahi par Martin Luther King et toute l'Amérique noire. Mais au cours de l'année même où Martin Luther King prononça ce discours, un tel revirement d'opinion publique se manifesta contre la guerre que Lyndon Johnson décida de ne pas se présenter pour un second mandat. Martin Luther King fut probablement le plus important leader américain à prendre une position contre la guerre au Vietnam, fondée sur des considérations morales. Fin mars 1968, il conduisit à Memphis, Tennessee, une manifestation réunissant 8000 participants. Cette fois, des heurts violents se produisirent. Quelqu'un doit avoir assez de bon sens pour répondre à la haine par l'amour. Quelqu'un doit avoir assez de bon sens pour répondre par la force spirituelle à la force physique. Et encore, dans le même temps, gagner les cœurs et les âmes de ceux qui ont permis à l'iniquité de perdurer. Nous avons été abusés pendant si longtemps. Je sais la tentation qui nous vient tous à l'esprit après avoir vu tant d'iniquité de nos propres yeux. Je comprends pourquoi certains qui ont été quelque peu mal guidés parlent de séparation raciale plutôt que d'intégration raciale. Patiemment, je me dois de leur dire que c'est la suprématie de Dieu qui met en danger la suprématie blanche. Résolu à montrer au monde que la non-violence n'est pas morte, Martin Luther King annonça une nouvelle marche de protestation. Ayant pris contact avec des factions militantes impliquées précédemment dans des violences, il parvint à les convaincre de s'associer à sa manifestation sans recourir à l'affrontement. Dans un discours prononcé le 3 avril, il parla de la guerre à l'étranger et de la guerre dans la société américaine en utilisant les mêmes termes. Les hommes, depuis des années maintenant, ont parlé de la guerre et de la paix. Désormais, ils ne peuvent plus se contenter d'en parler. Ce n'est plus désormais une question de choix entre la violence et la non-violence en ce monde. Désormais, le choix est entre la non-violence et le néant. Le pasteur King poursuivit par des mots prophétiques. Des jours difficiles nous attendent. Comme tout le monde, j'aimerais vivre longtemps. Mais ce n'est pas cela qui me préoccupe en ce moment. Je veux simplement accomplir la volonté de Dieu. Et il m'a permis de gravir la montagne, et j'ai regardé par-dessus, et j'ai vu la terre promise. Je n'y parviendrai peut-être pas avec vous, mais je veux que vous sachiez ce soir que nous, en tant que peuple, nous toucherons à la terre promise. Et je suis heureux ce soir, je n'ai aucun souci. Je ne crains aucun homme. Mes yeux ont vu la venue du Seigneur dans sa gloire. Dieu ne s'intéresse pas du tout à la liberté des hommes noirs, des hommes à peau foncée et des hommes jaunes. Mais Dieu s'intéresse à la libération de tout le genre humain et à la création d'une société où tous les hommes vivront ensemble comme des frères. Nous n'avons pas besoin de haine. Nous n'utilisons pas de bombes. Il existe une autre voie aussi vieille que l'annonciation de Jésus de Nazareth, aussi moderne que les techniques du Mahatma Gandhi. Il y a une autre voie, une voie aussi ancienne que celle de Jésus, nous demandant d'aimer nos ennemis et de bénir ceux qui nous veulent du mal, de prier pour ceux qui nous abusent. Comme l'a dit Gandhi, la non-coopération avec le mal est autant un devoir moral que l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il y a une autre voie, une voie aussi ancienne que celle de Jésus disant « Si l'on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche ». Et quand il a dit qu'il réalisait que tendre l'autre joue pouvait parfois apporter la souffrance, cela peut s'appliquer à votre maison que l'on fait sauter. Il réalisait que vous pourriez être frappé parfois. Il réalisait que cela pourrait vous conduire à avoir peur parfois. Ce que disait Jésus en substance, c'est qu'il vaut mieux traverser la vie avec un corps qui a peur qu'avec une âme effrayée. Le lendemain 4 avril 1968, Martin Luther King sortit prendre l'air sur le balcon de la chambre du motel où il venait de conférer avec Ralph Abernathy, Jesse Jackson et quelques autres.
Un coup de feu avait été tiré de l'autre côté de la rue. Martin Luther King s'effondra. Il avait 39 ans. Un certain James Earl Ray fut reconnu coupable de ce meurtre. Martin Luther King était un homme extraordinairement doué, un rêveur qui voulait généreusement partager son idéal d'égalité pour le bien de l'humanité tout entière. C'était un héros au sens plein du terme, un orateur inspiré, mais aussi un père de 4 enfants. Il était aussi, et peut-être avant tout, un meneur de peuple dont toutes les potentialités n'ont pu s'exprimer. Nous serons les participants d'un grand processus de construction qui fera de l'Amérique une nouvelle nation. Nous serons capables de transformer les discordes pendantes en un joli concert de fraternité. Là est notre défi. Là est la voie que nous devons prendre avec tous ces dilemmes. Nous serons un grand peuple. Ayons la foi dans l'avenir. Je sais qu'il fait sombre parfois. Je sais que nous commençons tous à nous demander combien de temps encore il faudra vivre au sein de ce système. Je sais que nous nous demandons combien de temps encore les préjugés aveugleront les hommes, assombriront leur chemin, éloigneront la clairvoyante sagesse de son trône sacré. Et quand donc la justice bafouée, qui gît prostrée dans les rues de nos villes, sera-t-elle tirée de sa gangue honteuse pour régner sans conteste parmi les enfants des hommes? Oui, quand donc l'étoile radieuse de nos espoirs sera-t-elle épinglée sur la poitrine noire de cette nuit solitaire? 200 000 Américains, noirs et blancs mêlés, défilèrent lentement dans les rues baignées de soleil d'Atlanta. Ils suivaient une carriole de fermiers, traînée par une mule où le cercueil du pasteur avait été posé. À la suite de la mort de Martin Luther King, des émeutes éclatèrent dans plus de 100 villes des États-Unis. L'armée fut appelée en renfort et des dizaines de milliers d'émeutiers furent arrêtés. Bien avant, Martin Luther King avait lancé un appel aux armes quand il avait déclaré « La non-violence est une arme puissante et juste. C'est une arme unique dans l'histoire qui tranche sans blesser et ennoblit celui qui la brandit. C'est une épée qui guérit. » Avec une Amérique plongée dans la violence et l'injustice, que reste-t-il de l'héritage de Martin Luther King? En 1955, avant qu'il ne rentre dans la vie publique, les Noirs ne pouvaient même pas voter dans une vaste partie de l'Amérique. L'œuvre de Martin Luther King a rendu possible l'élection d'Edward Brooks, le premier sénateur noir des États-Unis d'Amérique. En 1967, Thurgood Marshall prêtait serment en qualité de juge à la Cour suprême des États-Unis. Ce fut le premier noir à occuper cette haute fonction. La même année, Carl Stokes et Richard Hatcher devenaient les premiers maires noirs de 2 grandes villes américaines. L'année suivante, ce fut au tour d'une femme noire d'être élue au Congrès des États-Unis. Encore une première. Si cela semble être trop peu et trop tard, qu'on se souvienne que l'héritage de Martin Luther King demeure un appel en faveur de l'initiative personnelle pour un changement profond, positif et immédiat. Il y a une petite ritournelle dans notre mouvement, là-bas dans le Sud. J'ignore si vous l'avez entendu. C'est devenu la chanson à thème « We shall overcome ». Nous vaincrons. Au fond de mon cœur, je le crois vraiment, nous vaincrons. Ma vie durant, j'ai souvent serré les mains des étudiants ou d'autres personnes derrière des barreaux en la chantant « We shall overcome ». Quelquefois, des larmes emplissaient nos yeux quand on se réunissait pour la chanter. Mais nous décidions quand même de l'entonner « We shall overcome ». Longtemps avant que cette victoire soit nôtre, certains auront à se laisser jeter en prison encore. Mais « We shall overcome ». Nous vaincrons parce que la vérité foulée aux pieds se relèvera. We shall overcome. Au fond de mon cœur, oui, je le crois. We shall overcome. Animés de cette foi, nous sortirons dans la lumière et nous repousserons les tenants des ténèbres. Et nous apporterons une lumière nouvelle dans les antres sombres du pessimisme. Et nous pourrons nous relever des abîmes du désespoir pour accéder au flamboiement de l'espérance. Et cela sera une grande Amérique. Nous amènerons des participants pour faire en sorte qu'il en soit ainsi. Et comme je vous quitte cet après-midi, je dis, marchez ensemble les enfants, ne vous faites pas de soucis, merci. Ce fut une grande réunion du chapitre. Ralph Waldo Emerson said in a lecture back in 1871 that if a man can write a better book, or preach a better sermon, or make a better mousetrap than his neighbor, even if he builds his house in the woods,
the world will make a beaten path to his door. This will become increasingly true. We're going to have to take advantage of new opportunities. We must set out to do our life's work so well that nobody could do it better. We must set out to do a good job. We must not seek merely to do a good Negro job. If you're setting out to be merely a good Negro doctor, or a good Negro lawyer, a good Negro teacher, a good Negro preacher, or a good Negro skilled laborer, a good Negro barber, a good Negro beautician, you have already flunked your matriculation exam for entrance into the